Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast. Je vous remercie de nous suivre dans notre aventure et nos discussions alambiquées avec notre ami Dimitri. Comment tu vas Dimitri aujourd'hui ? Bah ça va. Je suis éveillé et prêt à débattre. En ce dimanche matin. Tout à fait. Ça va, Paris, il fait beau. Moi quand j'y suis allé, il faisait plutôt beau. Ouais, on a une petite semaine de pluie, mais bon, voilà. Tout c'est va bien bien. ça. Au Maroc, un beau soleil en tout cas. C'est pour ça que je suis là à l'intérieur pour faire un podcast, évidemment. Donc je pense que nous en sommes au 8e épisode. Donc je suis de retour au Maroc. Et puis aujourd'hui, ce sera un épisode assez intéressant sur la façon de penser pour être trader et comment pense un trader. Du coup, en fait, il va plutôt découler des épisodes précédents sur les croyances et les certitudes. Par contre, il va être un peu plus axé sur le trading, en parlant de l'état d'esprit dans lequel vous devez être lorsque vous frotterez au marché financier. Du coup, on va commencer sans transition, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de sujets à aborder. Je sais pas si t'es d'accord, donc on va y aller tout de suite. Ouais, quand même, ouais. Alors, les traders actifs faisant du swing trading, du day trading ou même du scalping vous le diront, ils ont vraiment rien à faire du résultat d'un trade. Et à ton avis, Dimitri, pourquoi ça ? Parce que si tu penses le fait de penser en probabilité ou le fait de penser en statistique, on attend le résultat sur le long terme, sur un certain nombre d'expériences. Comme par exemple quand on va faire des sondages. Ouais. On va faire des sondages pour des trucs, on va pas faire des sondages sur 10 personnes ou sur 5 personnes pour les élections par exemple. Il faut lisser sur 1000 personnes. On va attendre d'avoir un nombre, un échantillon, c'est ça ? Ouais. On va attendre d'avoir un échantillon d'un certain nombre avant d'avoir la réponse. Ouais. Et pareil pour les trades, ou pareil à mon avis pour les traders, c'est que pour qu'une stratégie soit efficace, ou pour pouvoir déjà, même pas qu'elle soit efficace, mais juste pour avoir une réponse par rapport à notre stratégie, l'essayer sur 4 trades, c'est pas comme ça qu'on va voir si elle a fonctionné ou pas. Ce sera à partir d'un certain nombre. Bravo Dimitri, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, Super. les traders... Merci beaucoup, au revoir. Non, reste là, ce n'est pas terminé. Non, parce qu'en fait, les traders, du coup, pensent en probabilité. Et c'est ça qu'il faut s'entraîner à faire, penser en probabilité. Et ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'habitude dans notre vie courante de penser en probabilité. Genre, tu vois, quand tu sors dans la rue, tu penses pas que tu as une probabilité d'1% de te faire renverser par une voiture et de 5% de rencontrer l'amour de ta vie, plus de 10% de... Voilà, enfin, je sais pas. Tu vois, c'est un peu... Tu le mets à ce point-là, toi, d'accord. Non. 5% rencontrer l'amour de ta vie, c'est pas mal déjà. Ouais, là, c'est pas mal. Je pense que... Oui, mais enfin bon, c'était juste pour l'exemple. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que ce serait pas pratique. Et surtout, en fait, c'est très intéressant que tu dises ça pour la vie de tous les jours. C'est que dans la vie de tous les jours, t'imagines à quel point ça nous empêcherait de faire des choses. À quel point ce serait une entrave à notre réussite. Alors, tiens, ça, je sais pas en fait. C'est juste que je pense que quelqu'un qui a cette manière de penser dans la vie de tous les jours va en fait, déjà toujours utiliser son intellect pour faire ses choix et pas que son instinct du coup. Et surtout, par contre, va essayer de prendre par rapport à ses connaissances l'action qui lui paraît la plus probable de réussir ou d'être bonne pour lui, quoi. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu limitant, c'est vrai. Ouais, pour certains cas. Alors, justement, je pense que c'est le but aussi du podcast d'aujourd'hui, c'est qu'on va voir que pour faire du trading, c'est justement très intéressant de pouvoir penser en probabilité. Mais dans la vie de tous les jours, rien que pour savoir ce qu'on va manger ce soir, pas si important. Ouais, c'est clair. C'est assez rigolo parce que je pensais pas que cet épisode allait prendre cette tournure tout de suite. Mais bon, désolé. C'est très bien. Non, mais c'est bien. C'est bien. Mais du coup, on va commencer quand même plutôt par essayer de définir vraiment une pensée en probabilité. Parce qu'en fait, sur les marchés financiers, c'est quand même trop important. Sinon, vous ne pourrez pas retourner trader d'une façon consistante et durable. Et du coup, moi, je vais vous proposer d'expliquer cet état en 5 principes bien précis et aussi importants l'un que l'autre. Mais on pourra essayer de les commenter un petit peu si on a des trucs à dire. Donc déjà, le 1, c'est que sur les marchés financiers, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir
vraiment ce qui va se passer. On ne peut pas avoir des prévisions juste tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de penser en probabilité, parce que un événement probable, il est pas sûr à 100%, hein. Ça peut être du 60%, ça peut être du 80%, mais même si c'est 80%, il y a quand même 20% où ça va pas fonctionner, hein. Donc voilà. Ça, c'est très important. Il faut arrêter de se prendre pour un gourou et de penser qu'on peut prédire l'avenir. Le deuxième pilier, c'est que sur les marchés, on n'a pas besoin de connaître l'avenir pour gagner de l'argent. Et ça, en fait, du coup, c'est important à prendre en compte, parce que tant qu'on pense que il faut absolument prédire correctement le futur pour gagner de l'argent, du coup, on va être complètement bloqué, puisqu'on ne peut pas prédire le futur, tout simplement. Ouais. Parce que, voilà, c'est le problème des probabilités, c'est que si on a un edge sur le marché, donc un edge, c'est un avantage soit graphique, enfin peu importe, de votre stratégie, un edge, on sait sur le long terme qu'on va gagner de l'argent, mais on ne sait pas de quelle façon. Les traders arrivent avec des résultats aléatoires sur chaque trade, mais par contre, ils arrivent à gagner de l'argent d'une façon consistante sur le long terme. Alors ensuite, troisième pilier, il y a une distribution aléatoire entre les trades gagnants et les trades perdants qui constituent votre avantage lors de l'exécution de votre stratégie. C'est un point assez crucial, et il est vrai que les périodes de drawdown sont difficiles à tenir, même en ayant testé de manière historique la stratégie. Tu te souviens ce que c'est drawdown, ou je réexplique, Dimitri? Je veux bien que tu expliques. Ouais, drawdown, c'est quand tu perds plusieurs trades d'affilée, et du coup que tu commences vraiment à perdre de l'argent, genre sur une semaine, 2 semaines, tu perds de l'argent. Du coup, ça prend plus de temps pour revenir là au niveau où tu en étais, pour ensuite le dépasser. Et en fait, les traders sont tout le temps en fait en période de drawdown, puisque ils ont tout le temps des trades perdants, tu vois. Ça monte, mais il y a toujours des moments où tu perds. Alors, par contre, voilà, ce qui est important, c'est que aussi les résultats sur une feuille Excel et vivre le drawdown durant des jours, voire des semaines, c'est vraiment une autre histoire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait mon backtest, j'ai vu, hein, les périodes de drawdown, mais on se rend pas trop compte ce que c'est vraiment de vivre au jour le jour avec un solde négatif. Et parce que quand c'est sur ton résultat Excel, on se rend pas compte que c'est sur 3 mois, tu vois. Enfin, même Ouais. si on le voit écrit, on le vit pas, donc ça n'a rien à voir, tu vois. C'est pas 90 jours en train de se dire, bah non, mais c'est pas possible, je fais que perdre, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est important de se mettre à trader en live, même en démo, mais en live, pour vraiment ressentir ces périodes-là, minute après minute, et pas juste avoir les résultats de backtest. Parce que moi, c'est une erreur que j'ai faite. Je pensais vraiment que du coup, j'avais les résultats de backtest, ouais, les drawdowns, tout ça, mais du coup, je suis gagnant sur le long terme. C'est bon, ça va le faire. Mais en fait, pas du tout. C'est pas si simple, hein. C'est vrai, voilà. Donc, ensuite, pour la probabiliste, encore un point, c'est qu'un avantage n'est en réalité qu'un signe qu'il y a une plus grande probabilité de gagner le trade que de le perdre. Donc il n'y a aucune solution miracle d'une part, et votre avantage peut se matérialiser de plusieurs manières selon vos connaissances diverses sur le marché. Par contre, ça, je vais rajouter quand même un petit point, c'est que chaque avantage, il faut absolument dans votre esprit qu'il soit clairement identifié différemment, et que vous ayez des règles de prise de profit, de gestion du trade et aussi du stop clairement définies pour chaque avantage. Parce que évidemment, si vous avez un edge sur les excès de marché, ce ne sera pas du tout la même façon d'entreprendre le trade qu'un trade de tendance, tout simplement. Donc, avec un peu plus d'expérience, mais ça on le verra un peu plus tard, vous affinerez votre sens du management et remarquerez les moments où les signes de retournement ou d'essoufflement sont flagrants, et vous pourrez un petit peu modifier vos règles de prise de position, enfin de prise de profit. Voilà. Et enfin, du coup, il faut bien savoir que sur les marchés financiers, chaque moment sur le marché est unique. Et il fait bien de le rappeler, parce que on a déjà vu cette notion, mais il faut toujours le revoir, parce que, en fait, on en parlait juste avant l'épisode avec cette fractale de Mandelbrot, là. C'est que c'est exactement pareil. On a toujours l'impression que c'est la fractale qui revient, c'est le flocon qui revient tout le temps, sauf qu'il est toujours différent. Et Ouais. c'est exactement pareil pour les marchés financiers. Les graphiques ont l'air toujours les mêmes, mais en fait, ils sont toujours différents.
Et donc c'est pour cela que chaque trade a un résultat aléatoire et que l'on ne peut pas être certain à 100% que notre prévision sera vérifiée. Voilà, ça c'est les 5 piliers fondamentaux d'une pensée probabiliste. Ok. Donc du coup, quand une personne arrive à accepter ces 5 piliers, elle ne va plus interpréter d'une façon négative les informations que lui donne le marché, puisque du coup elle va plus attendre grand chose du marché, en fait. Il n'y aura plus d'attente. Et par conséquent, elle verra juste les mouvements actuels du marché comme des opportunités probables de tirer profit de vos avantages connus. Puis ensuite d'avoir la possibilité de découvrir de nouveaux avantages et donc de nouvelles stratégies pour pouvoir encore gagner plus d'argent d'une manière probabiliste. Voilà, ça c'est déjà un bon premier point. Donc, ouais, tu veux rajouter quelque chose ou tu veux justement faire peut-être le rapport entre la vie de tous les jours et cette façon de penser? Bah sur ces points en question, non pas spécialement. En fait, c'est sûr que tout ça, tout ce que tu dis justement, c'est effectivement les pensées en probabilité ou penser voilà, penser comme un ordinateur, hein, c'est sûr. Et parce que le fait de réussir à penser comme ça aussi, c'est faire abstraction de pas mal de nos émotions et pas mal de nos comment dire, de nos logiques internes qui sont des logiques fallacieuses, qu'on pourrait dire, que c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs internes, c'est-à-dire que on a plusieurs manières de penser en tant qu'être humain qui, pour nous, c'est très très logique, mais en fait, ça ne suit aucune logique rationnelle. Aucune logique rationnelle, ouais, Ouais, complètement. Et donc, là-dessus, on a plusieurs biais cognitifs qui existent. Alors bon, j'ai les noms en anglais, mais ils existent aussi en français. Hein. Et donc là, pour revenir sur ce qu'on disait par rapport aux probabilités, je pense qu'il y en a déjà un qui est très connu, qui s'appelle le Gambler's Fallacy, donc en anglais. Alors en français, ce serait quoi? Ce serait la fausseté du parieur ou un truc comme ça, ou ouais, peut-être. un truc, je sais pas exactement. L'effet du... C'est pas très français, c'est toujours un mais peu bon. compliqué. Non, c'est pas très français. Non, mais Gambler's Fallacy, c'est pas grave. Explique ce que c'est. De toute façon, Gambler, on connaît. Fallacy. Oui, Gambler, donc c'est quelqu'un qui va parier, et Fallacy, c'est quelque chose de faux. C'est le fait de penser que toutes les probabilités que l'on a sont altérées par les événements passés, en bien ou en mal. Ouais. C'est-à-dire, justement, quand tu reviens sur la période de drawdown, donc la période de drawdown où peut-être que tu vas avoir voilà, tu vas avoir peut-être 5 mauvais trades, 5 trades qui vont pas fonctionner ou 10 trades qui vont pas fonctionner d'affilée. Naturellement, en fait, on va penser, à partir de là, on va se créer une logique interne à partir de là, à cause de notre Gambler's Fallacy. Donc, soit on peut se dire, bon, de toute façon, en ce moment, j'ai vraiment pas de chance, donc c'est sûr que je vais continuer à perdre. Ou alors, à chaque fois, on va se dire, bon, bah, le prochain, il va être forcément gagnant, parce que la chance tourne. Ouais, forcément. Alors que, dans les deux cas, ceci n'a pas de sens, parce que ce n'est pas parce que on a perdu auparavant que maintenant on va gagner, ou qu'on a perdu auparavant qu'on va continuer à perdre. Par contre, Si là... un trade... Ouais, Oui. vas-y, continue, fini. Non, mais je disais, bah, si on est sur un retour de, je sais pas, de 70, ou même une probabilité de 60%, on peut perdre 50 fois d'affilée avec une probabilité de 60%. C'est pas impossible, Oui, bien sûr. même si c'est peu probable. Après, Donc, en fait, oui. moi, ce que je pense, c'est que si tu perds, bon, si tu as une stratégie à 75% de réussite, on va dire, Ouais. et que tu perds, t'es à 25 trades d'affilée perdants, tu peux quand même, dans ton fort intérieur, penser que tu vas bientôt avoir un trade gagnant. Par contre, ce qu'il faut pas faire, et je pense que le problème du Gambler's Fallacy, c'est ça, c'est que être sûr, donc avoir une certitude que tu vas gagner le prochain trade et changer ta façon de trader. C'est-à-dire, je suis sûr que je vais gagner, Oui, du coup, bien je vais faire all-in là, et parce voilà, que pour me refaire. exactement. Et c'est là, en fait, où ça devient problématique. C'est que, bah non, parce que 75%, c'est toujours 75%, donc même tu peux perdre 50 trades d'affilée si t'as vraiment pas de chance. Hein, Tout à fait. Mais après, voilà, au niveau de ton fort intérieur, tu peux quand même te réjouir que bientôt tu vas regagner un trade, parce qu'au niveau des probabilités, t'es quand même dans une moyenne très basse, voire quasiment improbable, tu vois, du coup. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Enfin, après, si j'ai faux, hein, tu peux me corriger, mais je pense Non, que mais tu as tout à fait raison. T'as bien, t'as bien réexprimé la chose. C'est que ne pas laisser ce sentiment en fait altérer la façon dont on va faire les trades. Ouais. Toujours garder sa ligne de conduite. Pareil sur un autre qui, je pense, revient pas mal. Et là, c'était sur. Tu parlais
De quoi donc? Sur voilà, quand tu as un certain avantage sur le marché, ou quand tu as créé un edge en fait, Ouais. ou que tu as compris que en ayant une certaine stratégie, tu peux avoir un edge sur le marché avec telle ou telle capacité, Ouais. on peut se créer ce qu'on appelle l'illusion du contrôle, qui est un autre biais cognitif, D'accord. où on a l'impression, on va surestimer en fait notre degré d'influence sur les événements. Et donc de penser que on est responsable en fait. Voilà. Comme tu disais justement, bah, le marché est unique. Et le marché est unique et le marché n'a pas de sentiment et le marché ne vous écoute pas ou quoi que ce soit. Et donc de réussir, c'est très difficile aussi pour un être humain de réussir à se détacher. Oui. Donc c'est le mot le plus important, se détacher, et de pas investir son ego dedans. On revient un petit peu comme ça sur l'idée de l'ego et l'ennemi de la semaine dernière, où justement on va avoir tendance à se surestimer et se dire donc si j'ai gagné c'est grâce à moi, c'est parce que je suis trop fort, et donc du coup et être peut-être aussi dans cet état d'esprit de dire bon bah voilà, maintenant que j'ai gagné, maintenant que je suis trop fort, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Ou inversement, d'avoir une mauvaise série de trades, et à cause d'une mauvaise série de trades, penser qu'on est la personne la plus mauvaise de l'univers et qu'on est incapable de rien du tout. Oui, et c'est très simple bien ce que tu dis d'arriver ça. là-dessus. C'est bien que tu dises ça parce que c'est, enfin, les traders le disent aussi, hein, les coachs. Vraiment, un des problèmes des apprentis traders et même des traders, hein, parfois, c'est que c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que ne pas céder à l'euphorie d'une série de Oui. trades gagnants et ne pas céder à la panique d'une série de trades perdants. Tu vois. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire vraiment essayer de garder son sang-froid, ne pas s'investir trop psychologiquement avec soit l'euphorie ou soit la détresse, et rester le plus possible maître de ses émotions et d'appliquer ses règles de son plan dans sa stratégie quand on va sur les marchés. Mais ouais, et c'est vrai que même si on le dit comme ça, quand on le vit, Oui, bien sûr. c'est des émotions qui sont tellement fortes qu'il est difficile de les combattre à première vue. Moi, je sais que bon, j'ai eu une grosse série de défaites au début d'année à cause de moi, en fait. J'ai mal géré ma stratégie. Enfin, surtout qu'en fait, elle n'était pas viable, mais je pouvais pas m'en rendre compte tant que j'étais pas en live. Et du coup, j'ai remarqué que je gérais quand même bien les séries de trades perdants, tu vois. Parce Ouais. que ça m'a pas affecté outre mesure, à part quand ça a dépassé vraiment le seuil de probabilité, de drawdown possible, tu vois. Et là, du coup, j'ai remis la stratégie en cause et j'ai bien fait, puisque du coup, il y avait quelque chose qui allait pas dedans. Mais par contre, je pense pas que dans... Bon, moi, j'ai jamais eu vraiment de grosses séries de trades gagnants, genre 10 trades gagnants d'affilée, j'ai jamais eu ça. Et si un jour j'ai ça, j'essaierai vraiment de Comment tu vas gérer? m'observer pour voir Ouais. ma façon de rentrer sur les marchés, si je change, si j'ai trop envie de mettre, vas-y, je mets 2 fois plus qu'avant, ou justement, voilà, là, c'est pas normal d'avoir 10 trades gagnants d'affilée, je vais mettre moins. Tu sais, des trucs... Non mais c'est possible. Et justement, je verrai. ça fait une transition sur l'autre biais qui est assez similaire avec l'illusion du contrôle. C'est le fameux outcome bias en anglais. Donc outcome c'est le résultat, donc ce serait le biais de résultat, je suppose, ou Ouais, j'appellerais plus ça biais de victoire en fait, parce que c'est souvent dans les victoires qu'on voit ça. C'est ouais, qu'en fait on va juger la qualité d'une décision ou la qualité d'une stratégie sur le résultat de cette stratégie ou de cette décision, et pas sur le procédé de cette décision. Et d'accord. donc, un truc très simple, ça pourrait être que quelqu'un qui va avoir une stratégie de trading qui après avoir backtesté, peut-être de l'ordre de, je sais pas, de 30%, et qui va avoir une série de trades gagnants. Ouais, La première fois qu'il va utiliser cette stratégie, il va peut-être avoir, je sais pas, on va dire 10 trades gagnants d'affilée, et qu'en plus il aurait peut-être investi une somme qui serait assez conséquente pour lui. Bah, cette personne va se dire, mais en fait, je suis un génie, j'ai inventé la stratégie de l'univers là. ouais, c'est clair. Et après avoir gagné, je sais pas, qui va être un net positif de n'importe quoi, hein. Pour lui, on va dire une bonne somme qui serait, je sais pas, 2000 euros ou n'importe quoi, ou 15 000, enfin n'importe quoi, on s'en fiche. Ouais, ouais, L'argent ça, n'a pas ça a d'importance, pas c'est que d'importance. d'avoir l'impression d'avoir gagné de l'argent, enfin d'avoir vraiment gagné de l'argent et que ce soit une somme importante pour lui, avec une stratégie qui au final était mauvaise. Hum, Et hum. ça c'est très 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 compliqué à rentrer en tête. Et je sais que moi aussi, j'ai tendance à faire ça, notamment sur, sur Magic. Je pense que les jeux de cartes Magic, ça on en parlait. C'est vrai que c'est très difficile
de se rendre compte que des fois, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on rate quand même. On peut faire toutes les bonnes Ouais. choses possibles, on rate Tu quand sais, en même. trading, il y a Ou un adage, inversement. un adage Ouais. très important qui est juste process over outcome. Ah oui, bien sûr. Et bon, je suppose que c'est pas qu'en trading, mais c'est vrai que c'est très important cette manière de penser. Et t'as Tout raison, à fait. les gens, s'ils ont une petite série de trades gagnants, et bah du coup ils vont plus se sentir. Vraiment, ils vont penser Ben, c'est ça. Et qu'ils sont les plus inversement, forts. Ouais. et je dirais oui, effectivement, et inversement c'est pas parce que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais Ouais, ouais, c'est bien sûr. similaire avec l'illusion du contrôle. L'illusion du contrôle, c'est plus l'idée que nous sommes responsables de tout Mm. et de se faire impacter émotionnellement. Là, c'est pas une question d'impact émotionnel, c'est une question presque d'impact logique. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des biais cognitifs ou des logiques qui, au final, ne sont pas rationnelles. C'est que je vais avoir une série de... Je sais que j'ai une stratégie qui a 70%, mettons, de réussite. Ouais, Je vais avoir une série de 10 trades perdants. Et je vais me dire, mais en fait, ma stratégie, elle est nulle. Et inversement, j'ai une ouais, stratégie de bien sûr. 30% de victoire et je vais gagner 10 trades d'affilée. Je vais me dire, ma stratégie, c'est la meilleure du monde. Non. C'est pas le résultat qui doit déterminer la stratégie. C'est le procédé et c'est surtout, je pense que ça, on en avait parlé un petit peu, c'est le backtest qui est super important. Ouais, bien sûr. Mm. C'est clair. C'est clair, ouais, bah, c'est intéressant tout ça. C'est vrai que ces biais sont, ils vont complètement à l'encontre vraiment de la pensée probabiliste qu'il faut avoir pour trader, et c'est des biais qui sont extrêmement durs à combattre, mais juste parce qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on les a. Une fois qu'on se rend compte de notre façon de penser, on peut commencer à la changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je vous conseille que quand vous êtes sur les marchés financiers en train d'analyser ou en train de prendre une position, observez-vous, observez votre façon de penser. Observez vos mouvements, vos gestes, votre attitude face à la prise de position, et surtout peut-être même noter à quoi vous pensez à ce moment-là. Et vous serez certainement très très déçu par vos pensées, et vous allez vous T'es rendre dur. compte que vous avez beaucoup 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 de pensées subjectives. Non, 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 c'est pas le problème, parce qu'en fait, à partir du moment où on se rend compte de ça, on peut travailler dessus. Tu vois. C'est vrai. Parce que tout le monde en a en fait. Enfin, je parle des traders débutants, hein. C'est sûr que si des traders pros écoutent ce podcast, Oui, bien bon, ils sûr, sont bien très, sûr. très sympas d'écouter le podcast, mais ils en ont pas besoin a priori. Et enfin, si, parce qu'on dit des trucs marrants et quand même assez cohérents, mais bon, voilà. Et du coup, pour les débutants, c'est clair. Enfin, on a plein de biais cognitifs qui nous dérangent Mm. pour avancer. Et un dernier justement que j'aimerais apporter ici, parce que je pense qu'il va être intéressant, c'est sur le choix d'une stratégie. Euh, Ouais. une des choses aussi sur lesquelles nous on promeut, c'est le fait de trouver une stratégie qui va être confortable, qui va être intéressante pour vous, parce que chaque personne peut avoir une stratégie différente. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. Mais une chose aussi à faire très attention, c'est que on a, c'est le biais cognitif de l'innovation, d'être en faveur à l'innovation. C'est que aussi naturellement, quand on voit quelque chose de nouveau, que ce soit bien un nouveau théorème ou alors une nouvelle nana, si on est en couple, oh, on est attiré par la nouvelle nana, ou je vais créer beaucoup de problèmes en disant ça. Euh, Non, non, a et priori, non, non, mais c'est vrai qu'en fait, naturellement, en tant qu'être humain, on a une attirance vers la nouveauté, et donc on a tendance à surestimer ouais, complètement. l'intérêt de quelque chose de nouveau devant une stratégie ancienne. Donc par exemple, la nouvelle stratégie qu'on va découvrir, on va se dire, ah tiens, c'est le dernier truc que j'ai vu, je sais pas, en lisant un article de tel ou tel trader, on va forcément la favoriser, même si dans les faits, cette stratégie n'est peut-être pas meilleure, ou elle est juste peut-être un peu meilleure que l'autre. Donc Oui. faire très attention à ça. La nouveauté, naturellement, nouveauté égale mieux dans notre tête, Oui, oui, alors que oui. c'est Alors pas que c'est logique. pas exact. Ouais, c'est pas exact. Et on a plus de mal aussi, on a plus tendance à cacher les faiblesses et à cacher les problèmes des nouveautés. Quelque chose de nouveau, on passe Mais sur les aussi, faiblesses c'est et on se dit, surtout bon, le c'est pas grave, problème. ça Ouais, mais n'existe surtout pas. aussi le problème de la routine. Parce Tout à fait, que, parce que tout à voilà, fait. quand on fait toujours le même truc sur les marchés, c'est un petit peu redondant, tu vois. Donc, Et ça veut dire que la solution pour ça, c'est dans votre couple, faites-vous des surprises, créez quelque chose, parce que si c'est la routine, alors, tu te ça va pas trompes le de faire. podcast, Dimitri. Ah, C'est pardon. pas un podcast matrimonial. Ah non, mais ça Euh, marche aussi, hein. Attention. Oui, 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 c'est sûr. Mais après, moi, au niveau des marchés, la façon pour pallier à ce problème de routine,
c'est que j'ai beaucoup de stratégies différentes et je peux prendre des trades vraiment avec plusieurs stratégies différentes. C'est-à-dire que j'arrive à analyser de 5 manières différentes les marchés et du coup, voilà, je vais pas m'ennuyer parce que je fais pas toujours le même truc, tu vois. Des fois, j'arrive à avoir un trade avec l'Ishimoku, après l'autre jour, c'est un trade avec juste les slas de structure, avec des patterns harmoniques, tu vois. Après, le tour d'après, c'est avec plutôt des indicateurs, plus de structure, enfin, voilà. Et du coup, je m'ennuie moins. Mais par contre, c'est parce que j'ai les connaissances pour faire chaque stratégie différemment. Tu vois, parce que chaque stratégie, elle n'a pas Oui, la même prise de profit, elle n'a pas la même. Voilà. Ça n'a pas les mêmes règles, si tu veux. D'accord. Bon. ouais. Bon, on va peut-être avancer, parce qu'en fait, si tu veux une pensée probabiliste, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour être trader. Et en fait, il y a plusieurs étapes pour devenir trader et vraiment penser comme un trader. Il y en a trois. On va surtout s'attacher à la première étape parce que les deux suivantes ne sont pas vraiment pour les traders débutants. Mais du coup, la D'accord. première étape, c'est l'étape dite mécanique. Et c'est cette étape-là qui va poser le socle ou la base vraiment de votre trading et de votre assurance comme quoi vous serez un trader performant sur les marchés. Ensuite, la seconde étape, ce serait l'étape subjective. Et enfin, l'étape intuitive. Donc voilà. Et Ok. donc du coup, on va voir qu'est-ce qu'il faut donc dans cette étape mécanique, sur quoi on va travailler. Donc déjà, bon, on va poser en probabilité, voilà, évidemment. Hein. Ensuite, il faut se forger une confiance solide pour pouvoir agir dans un environnement aux possibilités illimitées. Parce que, bon, toi, je sais pas, parce que tu n'as pas dû ressentir ça, parce que t'es pas trader, ou t'as pas essayé, mais c'est vrai que face à l'immensité du marché, face à la complexité des graphiques, et surtout, Mhm. on va dire, ta possibilité de choix qui est presque infinie, et Mhm. bah les apprentis traders, enfin les gens qui essayent de trader, sont parfois complètement paralysés Bien sûr, bien sûr. et ils savent pas du tout quoi faire. Euh, bon, ça m'arrive aussi de temps en temps. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, parce que même si j'ai plein de façons d'analyser les marchés, des fois, bah, en fait, c'est souvent quand il se passe des trucs, genre des grosses news ou enfin bon, mini crack, il n'y en a pas souvent, mais des gros mouvements assez incohérents, tu vois, avec de Ouais. gros excès, ça fait des graphiques qui me paralysent complètement, parce que du coup, j'arrive pas à l'intégrer à une analyse qui est correcte pour ma façon de trader, tu vois. Donc je suis Mhm. complètement Bien sûr. bloqué. Mais du coup c'est mieux, bah, du coup je trade pas. Tu vois, à ce moment-là, je vais sur un autre graphique. Voilà. Et du coup, ça, il faut travailler sur vraiment cet aspect-là pour gagner de la confiance, pour pouvoir trader. Et la seule manière de faire, c'est de prendre un système, Ouais. une stratégie avec des règles et du coup de Ouais. vous créer des règles. On avait dit déjà ça dans les Tout à premiers fait. Ouais. épisodes, mais pour pallier à ce problème des possibilités illimitées et de la paralysie, eh ben, il faut se créer des règles et les Il faut se respecter créer un pour cadre. Ouais. commencer à rentrer dans le Tout à marché. Et c'est fait. ça qui est dur à faire parce que nous, on n'aime pas trop les règles. Hein. Voilà, comme on l'a dit. C'était dans Oui, oui, oui. l'épisode Pourquoi est-il si difficile de gagner en trading, je m'en souviens. Ouais, Mais justement, d'ailleurs, ce que tu dis, je vais rebondir là-dessus par rapport à l'immensité du trading et tout. C'est pour tout ce qui est procédé créatif, en fait, que je m'intéresse aussi beaucoup, tu sais, à tout ce qui est ouais, créatif en termes de écrire des bouquins, en termes de littérature, en termes de d'accord. scénario, etc. Ouais. Et une des choses qu'on utilise régulièrement pour les écrivains, pour les cinémas ou n'importe quoi, Mhm. c'est qu'on donne justement un cadre, on donne une limite, on dit, bah voilà, déjà, on va créer une histoire comme ça, ou c'est un truc aussi simple que Tchekhov qui a remis en place les trois actes pour le théâtre notamment. Ouais. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens suivent, notamment pour les films, les trois actes, de dire, bah en gros le premier acte, on va présenter les personnages, on va présenter l'idée. Deuxième acte, ça va être l'aventure, et troisième acte, ça va être la fin, ça va être la conclusion. Mhm. Je le fais très, très globalement, Oui, hein. oui, bien Mais sûr. le fait d'avoir cette idée,
Ou alors l'idée aussi du Hero's Journey où quelqu'un va avoir une quête et va devoir remplir sa quête et revenir dans son village, ça crée déjà une structure. Ouais, En c'est fait, clair. par cette structure, ça donne une première idée de comment on va créer l'histoire. Parce que si tu arrives devant une feuille blanche et on te dit t'as tout le choix du monde pour créer une histoire, mais c'est pareil qu'en Ah trading. ouais, c'est ça. Où tu arrives devant les marchés et tu dis t'as tous les choix du monde pour faire ton trade, je te laisse avec ton petit stylo, avec ta petite calculette et tu te débrouilles mon chéri. Là tu vas avoir du mal. Ouais, donc, Alors tu as tout à que- fait raison, c'est bien. Ah oui, alors que justement, en se créant un petit cadre, alors ça peut être justement le système des 3 actes, ou juste quelque chose de tout simple, de dire, bah moi je vais faire une histoire un polar, je vais faire je vais faire une histoire d'enquête, je vais faire un film d'horreur. Et dans tout ça, on a les choses qui sont très basiques et très stéréotypées, où d'ailleurs, ça c'est encore un autre débat, mais où aussi aujourd'hui on a beaucoup de mal à accepter les choses basique, on se dit c'est trop comme d'habitude. Mais le fait d'avoir quelque chose qui est comme d'habitude, justement, nous crée un chemin et nous crée un cadre pour réussir à faire quelque chose pour la créativité. Et j'irais même d'ailleurs au-delà, c'est que souvent, lorsqu'on est devant une feuille blanche, on est bloqué, c'est ce que tu dis, Ouais, et quand on a un cadre, c'est là où on booste notre créativité et on découvre des choses. ouais. Oui, c'est. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais, bah, c'est antinomique. Enfin, C'est complètement antinomique, Ouais. mais le fait de se créer des limites va engendrer plus de créativité que si on se laissait complètement carte blanche. Oui. Mais je suis assez d'accord. Et bah, c'est la peur en fait de l'infini, hein, tout simplement. Tout à fait. Bah oui, bah voilà, Ouais. mais ça rejoint ce que Super. tu dis. Ah, très bien, très bien. C'est très bon point, Dimitri, bravo. Mais je veux vous dire, en prie, monsieur Auclair, je vous en prie. Alors ensuite, à part cette pensée probabiliste et cette confiance, il faut aussi apprendre à exécuter un système de trading, peu importe lequel, sans aucune retenue. Et donc, en somme, avoir confiance en son avantage. Bah voilà, parce que ça vient pas aussi tout seul, hein. Il faut beaucoup d'entraînement pour que même dans les périodes où ça marche pas, même dans les périodes où on a notre cerveau qui dit ah oui mais attends déjà vu Oui. ce mouvement de marché, il est contraire à mon système de trading. Est-ce que je le prends quand même ou pas? Bah oui, tu le prends quand même parce que dans ton système de trading c'est marqué que tu le prends. Donc pour l'instant t'arrêtes de réfléchir. Tu vois, c'est pas évident à faire. Et en fait, c'est en étroite corrélation avec le dernier point de l'étape mécanique, qui est de, évidemment, construire la certitude que vous êtes un trader gagnant sur le long terme. Et sans cette certitude, eh ben, c'est impossible de gagner sur les marchés financiers à long terme, car il faut que vous ayez une confiance aveugle et vraiment foi en vos connaissances et en vos compétences en tant que trader particulier. Voilà, donc ça c'est les 4 points en fait de l'étape mécanique qui en fait vraiment sont le socle de la façon de penser un trader. Après cette étape mécanique, il y a 2 autres étapes, l'étape subjective et l'étape intuitive, mais ces étapes-là on va pas en parler aujourd'hui parce que déjà a priori le podcast est assez long et du coup on en touchera quelques mots dans le prochain podcast. Mais en fait l'étape la plus importante pour les traders débutants, pour forger cette confiance en soi, c'est l'étape mécanique. Donc voilà pour cet épisode sur la pensée probabiliste et comment pense un trader. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à notre podcast. Ça nous fera plaisir avec Dimitri parce que quand même on bosse, hein. C'est pas Dimitri? Bah ouais. Et sur ce, bon dimanche et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast. Au revoir.